Compte rendu du Conseil des ministres du 18 novembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 3 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi sur la protection et la mise en valeur du littoral en vue d'adapter les règles de gestion de l'environnement aux évolutions en matière de gouvernance des territoires littoraux, puis protéger et valoriser le littoral par l'adoption d'un schéma directeur d'aménagement du littoral. Plus concrètement, le projet de texte vise à mettre en valeur le potentiel économique de notre littoral dans le respect des règles de développement durable. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant attribution, composition et fonctionnement des commissions d'enquête préalables de Komodo et Inkomodo. Il s'agit d'un texte d'application du Code foncier domanial adopté le 14 juin 2018 qui permet d'apporter des réponses concrètes aux aspirations des populations, notamment en matière de développement foncier. L'enquête de Komodo et Inkomodo vise à évaluer les impacts d'une opération d'intérêt général, notamment en ce qui concerne les projets des opérateurs économiques, les expropriations pour cause d'utilité publique, les lotissements engagés par l'État ou même des opérations de classement et de déclassement du domaine de l'État et des collectivités territoriales. Cette enquête, qui a pour but de recueillir toute information, réclamation et observation des populations et institutions relativement à l'opération d'intérêt général envisagée, est menée dans le strict respect des règles de développement durable là aussi. Cette enquête vise également à recueillir et à prendre en compte les souhaits et besoins des opérateurs économiques qui envisagent mener des opérations de développement économique dans le cadre des ambitions de la feuille de route gouvernementale. Le second projet de décret, examiné par le Conseil, porte sur l'apport de la politique nationale de la sécurité routière. Ce projet vise à renforcer la sécurité routière en réduisant les accidents et la mortalité liée à ceux-ci d'au moins 50%. Son adoption fait suite à une communication présentée lors du précédent Conseil des ministres. C'est une politique qui est construite sur 5 piliers. Et autour de ces piliers, il va être élaboré un plan d'action prioritaire d'un coût estimatif de 3,14 milliards sur une période de 2 ans, représentant la phase d'urgence. Le troisième décret porte sur les règles applicables aux livres fonciers et aux registres sous forme électronique. Il s'agit d'un projet en cohérence avec l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale relatif à la modernisation des structures étatiques. Et ce projet concourt à l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit précisément d'un système automatisé de données numériques destiné à l'immatriculation des immeubles, à la publicité des droits réels et à la communication de l'information juridique sur les 10 immeubles. Le texte permet notamment d'instaurer une nouvelle forme de la gouvernance foncière et de contribuer à la maîtrise de la problématique de gestion du patrimoine foncier national. De plus, l'adoption du décret favorise la transparence, facilite l'accès à l'information juridique sur les immeubles immatriculés par les personnes habilitées, permet un accroissement de la capacité de traitement des demandes de création de titres fonciers et de formalités foncières. Enfin, ce texte contribue à la réduction des coûts de formalités foncières, à la célérité des transactions immobilières en rendant disponibles de manière dématérialisée les informations permettant la production de titres fonciers.
Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative aux travaux d'infrastructure en cours de réalisation dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie au coronavirus, présentée par la ministre des Travaux publics. Il s'agit de travaux d'infrastructure qui concernent la construction de 9 centres de santé dans toutes les 5 régions de notre pays. De même, les travaux de renforcement du centre hospitalier régional de Lomé commune, dédié à la prise en charge des malades de la Covid-19 dans le Grand Lomé, se poursuivent. Le Conseil a écouté une deuxième communication relative à la première édition du mois du consommé local. Communication présentée par M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, mois du consommé local tenu du 1er au 31 octobre 2020 à Lomé et dans les 5 régions économiques du Togo. L'objectif de cet événement est d'intensifier la promotion de la consommation des produits locaux afin de stimuler la croissance en suscitant l'intérêt de nos compatriotes pour l'utilisation des dits produits. Cette initiative vise à dynamiser le tissu économique local afin de créer des emplois pour les Togolais conformément à l'axe 2 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il s'agit là aussi d'équilibrer la balance commerciale et au concret d'importer moins et de produire plus pour le marché local et l'exportation. Le Conseil a donc instruit le ministre pour une accélération du processus d'adoption de la stratégie nationale de promotion de la consommation locale et la mise en œuvre de son plan d'action. Le Conseil a écouté une troisième communication relative à l'état de mise en œuvre du projet d'élaboration de la carte de fertilité des sols agricoles du Togo. Communication présentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Le sol étant le soubassement de toute production agricole, une bonne connaissance de son état de fertilité et la disponibilité des informations de qualité sur les caractéristiques sont déterminants. Ceci pour assurer une amélioration des rendements et la productivité agricole. Pour ce faire, le gouvernement s'est engagé dès 2016 dans un processus d'élaboration de la carte de fertilité des sols agricoles. À ce jour, 1 972 400 hectares de terres sont analysés, ce qui équivaut à 55% de la superficie agricole nationale, dont 1 192 000 hectares sont désormais cartographiés, représentant autour de 33,18% des terres agricoles nationales. Il s'agit d'informations qui sont désormais disponibles sur une plateforme digitale www.fertitogo.tg. C'est une plateforme qui permet aux agriculteurs de connaître du sol afin d'adapter le type de culture et des engrais spécifiques qui conviennent. La réalisation complète de la carte de fertilité des sols permettra non seulement d'améliorer les rendements et la productivité des cultures végétales, mais aussi et surtout réaliser par zone une carte de culture conformément à l'axe 2 de la feuille de route du gouvernement pour la mise en œuvre du plan Togo 2025. Au titre des divers, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, a rendu compte au Conseil des ministres de la prochaine tenue des consultations germano-togolaises. Ces consultations se tiendront à Lomé du 23 au 24 novembre. Le gouvernement, afin de renforcer l'impact de la coopération entre les deux pays, souhaite un recentrage de cette coopération autour des thématiques clés en lien avec la feuille de route gouvernementale. Le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a rendu compte au Conseil de la mise en place de la fêtière des communes du Togo. Cette association
vient en remplacement de l'Union des communes du Togo, dissoute de fait par la mise en place du processus de décentralisation. Cette association est dotée d'un bureau composé de 1 président et de 5 vice-présidents à raison de 1 par région, y compris le Grand Lomé. Fait à Lomé, le 18 novembre 2020, le Conseil des ministres. Je suis Alphonse Ken de Radio Canal FM. Dès l'année prochaine, normalement, il était annoncé qu'un projet dénommé WACA doit permettre justement de sauver le littoral. Monsieur le ministre, où est-ce qu'on en est avec ce projet? Très bien, je vous remercie pour votre interrogation. Alors, je voudrais d'abord préciser que l'avant-projet de loi est passé en première lecture. Alors, techniquement, cela voudrait dire que le Conseil des ministres a examiné l'avant-projet et qu'il y a eu un certain nombre d'observations et d'améliorations qui ont été proposées afin d'enrichir le texte et de l'adapter aux aspirations de la population togolaise, aspirations qui restent au cœur de la réflexion du gouvernement. Maintenant, pour aller directement sur votre question relativement au littoral, le gouvernement n'a pas attendu ce texte-là avant d'engager des actions précises sur la protection du littoral. Je voudrais vous rappeler la construction des épis, qui avait débuté depuis un moment, des actions précises en termes d'études qui étaient menées par une structure à l'université qui s'appelle le CEGIL. Donc, il y a eu un ensemble de mesures prises pour freiner cette érosion. La question de l'érosion côtière est une question générale, une question qu'on va dire qui nous concerne tous. Parce qu'elle nous concerne tous, le projet WACA, et j'en viens là-dessus, le projet WACA met en lien les pays qui ont un littoral. Notre littoral ne fait qu'une cinquantaine de kilomètres. Et parce que notre littoral n'est pas très long, nous travaillons en synergie avec des pays comme le Bénin, en termes d'études pour avancer sur ce projet-là. Vous savez, il y a eu un plan d'investissement multisectoriel qui a projeté des études pour le renforcement des épis, pour l'ensablement de la côte, et tout ceci dans le but, là aussi, de freiner l'érosion côtière. Le texte qui a été analysé en Conseil des ministres a pour objectif d'offrir ou d'améliorer le cadre juridique de ces actions qui sont menées. Vous le savez, avec la décentralisation, nous avons désormais un enchevêtrement de compétences entre le niveau national et le niveau décentralisé, le niveau communal. Cela impose de mettre en place un cadre juridique précis pour que ces travaux puissent avancer. Au total, pour vous dire que la question du littoral est une question qui est au cœur de l'agenda gouvernemental. C'est la raison pour laquelle ce texte est aujourd'hui en discussion. Et les actions qui sont déjà menées vont se poursuivre. Et dans le cadre du WACA, vous l'avez bien souligné, qui viendra en mise en œuvre à partir de l'année prochaine, l'État compte mettre toutes les mesures en place pour que ce projet puisse aboutir. Moi, c'est Olivier Adja, l'agence de presse AfriPresse et le journal Harakiri. Est-ce que le gouvernement a noté que les richesses au niveau de notre littoral n'étaient pas suffisamment mises en valeur? Et si c'est oui, qu'est-ce qui va changer concrètement? Notre littoral est une partie de notre territoire. On parle de territoire spécialisé. Et parce que notre littoral est une partie de notre territoire, mécaniquement, notre littoral constitue une richesse. La propriété de l'emprise foncière est une richesse. Et notre littoral nous prolonge vers la mer. C'est notre accès vers la mer, éventuellement. Donc, au concret, la mise en valeur du littoral consiste à programmer ou à projeter l'installation d'infrastructures collectives, à mieux gérer l'exploitation de ce littoral par les uns les autres. Je parlais tout à l'heure de l'enchevêtrement de compétences entre le niveau national et le niveau local. La mise en œuvre de la politique touristique impose de mieux gérer notre littoral. Donc, les richesses de notre littoral sont diversifiées. Et aujourd'hui, dans
aucun pays, il n'est possible de laisser son littoral, on va dire, à la merci de tous. Il s'impose de poser un cadre pour que la gestion se fasse dans l'ordre, pour qu'on puisse en tirer des ressources pour le développement, là aussi au niveau local et plus haut au niveau national. Donc la gestion du littoral est un élément très important qu'il faut mettre en lien avec l'aménagement du littoral. Je suis Ella Matissobé du journal La Nouvelle Tribune. Justement parlant de cet avant-projet de loi relatif à la gestion du littoral togolais, j'aimerais bien savoir, parce que j'ai entendu tout de suite Monsieur le ministre parler de la gestion intégrée des zones côtières et de l'enchevêtrement des compétences nationales et locales. Quand vous parlez de la gestion intégrée des zones côtières, en quoi cela va-t-il consister précisément? La gestion intégrée fait appel au dialogue entre les hommes et les institutions. Le littoral, je le disais tout à l'heure, appartient autant aux locaux qu'aux nationaux. Et aujourd'hui, il ne m'est pas possible d'arriver à Agbodrafort, par exemple, et de commencer à m'installer sans passer un coup de fil au maire de la localité. Gérer le littoral de façon intégrée impose également de ne pas occulter un certain nombre de règles liées au développement durable. Donc ce sont toutes ces considérations-là qui ont pour socle le littoral, qui finalement nous emmènent vers cette gestion intégrée qui doit prendre en considération le local, je le dis encore, le national, les compétences qui sont décentralisées et les compétences qui sont nationales. Monsieur le ministre, permettez que je pose une question liée à la pandémie. Aujourd'hui, il ne passe pas un seul jour sans un décès lié à la pandémie. Ça devient inquiétant. Au Conseil des ministres, on parle de la construction des infrastructures. Est-ce que ça ne donne pas un peu raison à ces agents de la santé qui s'inquiètent depuis un certain temps et qui demandent à l'État d'agir beaucoup plus? Alors, sur la pandémie de la Covid-19, permettez-moi de rappeler que notre pays est cité en exemple en termes de gestion de la pandémie. Et notre pays est cité en exemple parce que l'axe premier de la gestion de cette crise retenu par le gouvernement togolais est un axe de prévention autour duquel on a développé de la sensibilisation sur les mesures barrières. Aujourd'hui, vous tous en face de moi, vous portez un masque. Cela témoigne de la discipline collective que le Togo a eue face à cette pandémie. Alors, il y a, comme vous le notez, un accroissement de victimes. L'État togolais a pris le parti de moderniser l'existant. L'accueil des malades de la Covid-19 ne pose pas de problème chez nous. Le CHR de Lomé commune est dimensionné pour accueillir les malades de la Covid-19. Il y a actuellement des travaux qui sont faits en termes de renforcement et d'amélioration de cette infrastructure, notamment également en termes d'équipement pour mieux accueillir les malades de la Covid-19. Mais les centres de santé qui sont construits aujourd'hui, ce sont des centres de santé qui sont appelés non pas à être des centres de santé conjoncturels, c'est-à-dire exclusivement pour accueillir des victimes de la Covid-19, mais plutôt des centres de santé structurels. L'État a pris le parti de proposer une solution de souplesse pour que, une fois la pandémie passée, ces centres de santé puissent retrouver leur chemin naturel qui est celui de l'accueil des malades classiques. Donc, pour résumer, relativement à la pandémie, le constat qui est le nôtre, c'est que nous nous sommes préparés à accueillir ou à lutter contre cette pandémie. Les revendications dont vous parlez relativement au corps médical, je voudrais souligner que le Conseil des ministres de la semaine passée a proposé des solutions à destination du corps médical. Il y a des actes qui sont pris, notamment en matière d'assurance, relativement aux médecins, relativement aux primes. Des instructions ont été données pour que les primes soient payées. L'État continuera à apporter son concours ou son soutien aux médecins qui sont au quotidien au front dans la lutte contre la pandémie. Merci, Monsieur le ministre. Et au point 2, le Conseil a examiné le projet de décret portant attribution
composition et fonctionnement des commissions d'enquête de Komodo et Inkomodo. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ensuite, est-ce que cela aura un impact sur les conflits fonciers que nous connaissons? Alors, la commission d'enquête de Komodo et Inkomodo, pour faire simple, c'est une commission d'enquête préalable. On peut l'appeler ainsi, commission d'enquête préalable. Quelle est sa mission? La mission de la commission d'enquête préalable, c'est d'abord de réunir autour d'une table les personnes qui sont concernées par des projets d'envergure, par des projets d'expropriation ou même de lotissement. Et au sein de ces commissions, vous retrouverez systématiquement des autochtones, entre guillemets, directement impliqués dans ces projets. L'objectif qui est visé, c'est de faire en sorte qu'en amont, l'on puisse discuter des tenants et des aboutissants du projet et de l'impact que le projet peut avoir sur les communautés et sur les riverains. Au total, on peut même dire que la commission a pour objet, en amont, de régler ou d'évacuer tous les problèmes pour que le projet puisse se mettre en place. Donc, il s'agit d'une commission qui a été prévue par le Code foncier et domanial et dont le décret vient d'être adopté en Conseil des ministres et qui aura pour objet de faciliter les grands projets qui sont au cœur de l'agenda présidentiel, de faire en sorte d'anticiper le contentieux qui aurait pu naître si ce type d'enquête n'avait pas été mené. Il ne faut pas oublier que la commission d'enquête existait déjà sous une autre forme. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une régularisation qui est faite en lien avec le texte. Il y a certainement une commission sur ce projet-là, et je ne doute pas que des solutions soient trouvées pour avancer. Monsieur le ministre, vous avez également parlé ce jour en Conseil des ministres de la politique nationale de sécurité routière et que cette politique repose sur 3 niveaux de dispositifs, notamment le Conseil national de sécurité routière, le Conseil interministériel de sécurité routière et l'Office national de sécurité routière. Alors dites-nous, quel est le rôle dévolu à chacun de ces 3 organes? L'approbation de la politique de la sécurité routière fait suite à une communication qui a été donnée au Conseil des ministres de la semaine dernière. Vous l'avez bien noté, nous perdons beaucoup trop de nos concitoyens dans les accidents de la circulation. Alors, la politique nationale de la sécurité routière est une politique qui est construite autour de 5 piliers. Les infrastructures, le management d'abord, c'est-à-dire la gestion, les infrastructures, les personnes et les secours. Sur le management, et aujourd'hui, la phase d'urgence porte sur la mise en place des institutions qui vont gérer, on va dire, cette politique. Vous m'avez parlé de la commission interministérielle. Cette commission a pour objectif de réunir tous les ministres impliqués dans la gestion de la sécurité routière. On peut citer assez rapidement le ministre de la Santé, le ministre des Transports, le ministre des Infrastructures. Donc, à un niveau élevé, il y aura l'organisation de cette politique. Le deuxième organe, c'est l'Office. Alors, l'Office va intervenir à un niveau intermédiaire pour mettre en œuvre les actions prioritaires, les actions précises dans le cadre de la mise en place de cette politique. Et le troisième organe, c'est le Conseil national de sécurité, qui est un conseil beaucoup plus inclusif, qui va intégrer désormais tous les acteurs de la route, afin que les décisions qui sont prises soient des décisions participatives et qu'elles soient le plus efficaces possible, parce que l'objectif qui est visé, c'est l'effectivité des actions qui seront proposées. Et pour cela, le cadre du Conseil national permet aux différents acteurs impliqués jusqu'à la base de pouvoir intervenir. On parle de mois de consommation locale. Quelle sera la propension que ce mois de consommation locale prendra dans les années à venir? Alors, sur le mois du consommé local, vous savez, on est surpris pour nous autres de voir que cela apparaît comme une nouveauté. En réalité, le Togo avait déjà une politique de consommer local. Le slogan, c'était « consommer produits togolais ». Et ce slogan-là insistait,
comme le fait d'ailleurs aujourd'hui le principe du consommer local, sur la mise en valeur de nos produits locaux, de nos différents talents locaux, l'art culinaire par exemple, l'art vestimentaire. Donc pour vous dire qu'il y avait déjà une telle politique chez nous. Aujourd'hui, il est vrai que l'UEMOA instaure un mois du consommer local et que nous reprenons cela à notre compte dans notre pays. Il a été dit, les retours sur le mois du consommé local ont été extrêmement positifs, notamment au sein de la communauté d'entrepreneurs, parce que ceux-ci ont identifié les éléments force que le gouvernement met en place pour que leur activité puisse prospérer, mais aussi auprès des consommateurs qui ont découvert un certain nombre de richesses dont regorge notre pays et qui ne sont pas valorisées. Et je voudrais vous dire que le chef de l'État est particulièrement sensible à la question du consommer local. Il n'y a pas d'obligation ferme en termes de tenue. Si vous étiez avec nous depuis ce matin, vous auriez vu que certains de nos collègues étaient en tenue traditionnelle. Mais il me semble qu'il faut aussi insister sur un élément, et c'est un des axes d'évolution qui sont proposés par le ministre du Commerce, c'est la définition même du consommer local pour que nous ne nous trompions pas d'analyse. Qu'est-ce que nous entendons par consommer local? Qu'est-ce qui est local? Donc, il y a un travail conceptuel à réaliser là-dessus pour que nous soyons tous au même niveau d'information et que nous ne développions pas des controverses inutiles.